Elle s'est terminée ici à Accaux. Alors à mes côtés, Roland Marchal, vous êtes le bourgmestre de Gerpine, un bourgmestre heureux aujourd'hui avec autant de monde à Accaux. Je dirais même comblé, parce qu'on a parlé de 4 à 5 000 habitants, de spectateurs, pour accueillir le couple princier. C'est exceptionnel. De l'avis du gouverneur de la province, c'est à Accaux qu'on a réservé l'accueil le plus chaleureux, le plus enthousiaste. Quelle image vous a particulièrement impressionné? L'image de la princesse Mathilde, resplendissante, rayonnante s'il en est, alliant spontanéité, sincérité, simplicité, mettant tout le monde à l'aise. Merci Monsieur Marchal, on se retrouve pour vous montrer toutes ces images de la joyeuse entrée juste après la météo de Philippe Joniot. À tout de suite. Je m'excuse pour ma voix. Les Dutkem ont vécu ici en 1750. Alors aujourd'hui, vous avez vu Mathilde et Philippe. C'est évidemment beaucoup de travail pour vous. Quelles sont vos impressions? Quel est votre sentiment? On est très, très, très contents de les avoir reçus. On était très fiers et très contents. Il y avait énormément de monde ici, vous l'avez vu? Oui, c'était formidable. Les gens d'Accaux et de tous les environs étaient là. C'était très, très sympathique de leur part. Par contre, vous étiez à l'intérieur du château. Vous n'avez donc pas pu voir l'arrivée du couple princier ici, à l'entrée de votre propriété. C'était assez impressionnant. Et je vous suggère de regarder le reportage de Christophe de Borsu. Philippe et Mathilde étaient, paraît-il, fatigués. Ils ne se sont donc pas arrêtés devant le château, où se trouvait pourtant le plus connu des Accausiens, hormis, pour aujourd'hui en tout cas, la princesse Mathilde. Il y avait Pinot, c'est ami, il y a maintenant Mathilde. Vous faites un beau couple, là. Oh bah oui, super, c'est d'accord, c'est bien. Philippe et Mathilde sortent de leur véhicule dans la cour du château d'Accaux. Le cadre incite manifestement les princes à la tendresse. « 2000 personnes les attendent, dont beaucoup d'enfants. Ils offrent des cadeaux au prince héritier. On va l'entendre. Mathilde a comme un effet ensorcelant. Allez, on recule un peu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu as invité Philippe et Mathilde à Accaux? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont gentils. Les enfants ont remis le blason des Dutkem d'Accaux au couple princier à l'intérieur même du château. Un blason qui vient de changer puisque le père de Mathilde est devenu comte. Enfin, à la sortie, nous avons tenté l'impossible, une interview. Madame la princesse, ce retour aux sources s'est bien passé? Regardez bien, elle répond oui. Et sans succès, Madame Pirmé, vous êtes en fait l'arrière-petite-nièce d'Octave Pirmé. Octave Pirmé était un écrivain belge, bien sûr, du 19e siècle. Et c'est extraordinaire, nous sommes ici, assises à son bureau. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu la gardienne de sa mémoire. Oui, je suis la gardienne de sa mémoire et j'ai fait une espèce de petit musée, Octave Pirmé, ici dans le château. Alors j'ai retenu ses livres, ses dessins. Il dessinait beaucoup, il jouait de la musique, il était très musicien, il jouait du violon. Vous n'avez pas eu l'occasion de le connaître, mais qu'est-ce que vous voudriez mettre en valeur dans son œuvre? Ce que je voudrais mettre dans son œuvre, c'est surtout ses dessins qu'on ne connaît pas, et c'est plus ses dessins que ses écrits. On va en savoir un tout petit peu plus sur votre arrière-grand-oncle avec le reportage d'Emmanuel Allard. Il va nous montrer qu'en 1932, déjà, Albert Ier était venu ici dans la région, à Châtelet plus précisément, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Octave Pirmé, votre arrière-grand-oncle donc. Et soyez attentifs, on va même entendre, et c'est très très rare, la voix d'Albert Ier. En cette année 1932, le roi chevalier est accueilli en grande pompe par la ville de Châtelet, la ville natale d'Octave Pirmé. Il profitera de l'occasion pour lui rendre un hommage aux accents très solennels. C'est une gloire pour la Belgique que de compter parmi ces hommes de lettres un écrivain de cette valeur. Octave Pirmé, le penseur solitaire d'Accaux, a rehaussé le prestige de nos lettres. Il a honoré la littérature française. Je rends à sa mémoire un solennel hommage. Octave Pirmé, 1832-1883, châtelain d'Accaux, écrivain romantique, alors que l'époque est au réalisme, sculpteur à ses heures et même parfois dessinateur.
Une personnalité originale dont l'œuvre a eu un certain mal à se maintenir au XXe siècle, jusqu'au jour où sa petite nièce allait se replonger dans sa prose. Sa petite nièce, une certaine Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar était une lointaine parente d'Octave Pirmé, et disons qu'elle n'avait pas pour lui une affection débordante. Elle l'appelait même parfois le pâle oncle Octave. Néanmoins, elle avait décidé de lui consacrer dans Souvenirs pieux 70 pages qui ont été très profitables, je vais dire, à la mémoire d'Octave Pirmé. Octave Pirmé, célibataire endurci, restera très marqué par la mort de son frère Fernand. Il lui dédiera son ouvrage majeur, Rémo, Souvenir d'un frère. Il fera aussi bâtir à sa mémoire une surprenante tour, la tour octavienne, où l'écrivain venait souvent chercher l'inspiration. Mais le temps et les hommes ont fait leur œuvre, la tour octavienne a aujourd'hui disparu. Nous avons maintenant changé d'endroit, nous sommes dans le hall d'entrée du château d'Acco. Revenons avec vous, Madame Pirmé. Si cette émission avait eu lieu la semaine dernière, eh bien j'aurais dit ne cherchez aucun insigne des ducs de Kem au château, il n'y en a pas. Depuis, vous en avez trouvé un. Vous pouvez nous raconter l'anecdote? Mais oui, c'est en nettoyant, en frottant, on nous a dit on va faire les cuivres. Et j'avais un grand vase en cuivre qu'on a commencé à frotter. Et puis en frottant, je dis mais voilà, miracle. Nous avons découvert 3 petits maillets dans le vase. Dans le vase, et c'était les armoiries des ducs de Kem. En fait, c'est incroyable parce que c'est à 3 jours de la visite ou à peu près, alors que vous aviez cherché depuis des années. Mais oui, c'est ça. Depuis des mois, on cherchait, je ne trouvais rien. C'était assez désespérant. Alors, vous avez parlé des 3 maillets. On va en savoir un tout petit peu plus maintenant sur l'héraldique, sur les blasons des ducs de Kem. Alors, avec moi, Monsieur Severin, vous êtes un passionné d'héraldique. Madame Pirmé a parlé de maillets. Alors, on les voit là, sur ce blason, reconstitué d'ailleurs par les élèves de l'école libre d'Acco, qui avaient invité Philippe et Mathilde ici au château. Alors, Monsieur Severin, ces maillets, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Des hypothèses, bien sûr. Tout d'abord, ces maillets ne sont pas des maillets d'armes, ce sont des outils, de véritables outils. Donc on peut penser à l'outil du forgeron, à l'outil du tonnelier. Donc on peut imaginer tout cela, mais aussi aux maillets de Vulcain, si on passe dans la mythologie. Cela dit, apparemment, les ducs de Kem devaient être alors des tonneliers ou des maîtres de forge au tout début. Je penserais plutôt des maîtres de forge. Alors, le maillet est doré, ça a un sens? Oui, tout à fait. S'il est doré, l'or est la couleur, disons, de la noblesse et de la puissance. Et le fond, qui est noir, c'est plutôt la couleur de la tristesse, bien sûr, mais aussi de la sagesse. Il est très très simple, ce blason. Est-ce que ça signifie quelque chose dans l'héraldique? Tout à fait. Plus les gens sont de haute naissance, et plus le blason est simple. En fait, les familles nobles ont des blasons. À quoi cela servait-il? À quand ça remonte? Pourquoi, au fond, les blasons existent? Avant tout, c'était un moyen d'identification pendant les combats. C'était un moyen de reconnaissance. Est-ce que, les familles nobles ont des blasons. Est-ce que vous et moi, par exemple, nous pourrions porter un blason? Nous pourrions accrocher un blason dans notre salon, mais il n'aurait aucune valeur parce qu'il doit être reconnu par l'association de la noblesse belge. Très bien, merci Monsieur Severin. Et nous allons maintenant changer totalement d'ambiance. Nous allons à nouveau changer de pièce dans le château. Chance parce que généralement, la pièce dans laquelle nous allons nous trouver est dans le noir total. Et aujourd'hui, forcément, nous sommes là. Alors cette pièce est éclairée. Madame Pirmé, la pièce est éclairée. Pourquoi généralement elle est dans le noir absolu, cette pièce? Parce que nous avons ces tapisseries qui sont très anciennes. Et pour les garder dans cette beauté, avec toutes ces couleurs, il fallait fermer les fenêtres. Et ces fenêtres sont toujours fermées, jour et nuit. Il faut les préserver de la lumière. Préserver de la lumière, comme du soleil, comme de la lune. Très ancienne, ces tapisseries, que représentent-elles? Ce sont des scènes mythologiques. C'est pas tellement ancien, il y en a des beaucoup plus vieilles, mais ce sont toutes des scènes mythologiques. Et ce sont des tapisseries d'Audenarde. Alors, à mes côtés aussi, Madame Ducatillon, vous êtes professeure de création et de textile à l'Académie des Beaux-Arts à Charleroi. Vous êtes une accro de tapisserie, si je puis dire. Quelles sont vos réactions quand vous voyez les tapisseries qui sont devant nous?
Bien, j'apprécie beaucoup les belles tapisseries. Celles-ci sont particulièrement bien conservées, ce qui est rare chez donc, des personnes, chez des particuliers. Et donc, l'on peut constater que ces verdures d'Audenarde répondent aux critères qui ont été faites selon le temps, c'est-à-dire beaucoup de verdure, parce que l'origine était campagnarde. Les artisans venaient de la campagne, ils n'ont pas des grandes villes comme Paris ou Bruxelles, et par conséquent prenaient leur inspiration autour d'eux, d'où beaucoup de verdure. Ensuite, les colorants étaient très chers, et c'est pour cela qu'il y a par exemple peu de rouge, car c'était une grande dépense que les autorités n'autorisaient pas toujours. Cela dit, il y a peu de lumière ici, c'est vrai, mais les tons sont magnifiques. Oui, le fait que les 50 lux soient respectés... C'est la lumière 50 lux. C'est la lumière qui est conseillée pour tout ce qui est textile et pas. Le couple princier a visité le château qui... Bonsoir à tous, vous entendez en ce moment la fanfare royale d'Aco. Elle existe depuis 135 ans et c'est elle qui a accueilli tout à l'heure Philippe et Mathilde lorsqu'ils sont arrivés en toute fin d'après-midi au château d'Aco. Le château d'Aco, faut-il le rappeler, c'est le château des ancêtres de Philippe et Mathilde. On en reparlera bien évidemment. Cela dit, cette joyeuse entrée a démarré ce matin à Tournai et là aussi, il y avait énormément de monde. Natacha Stragi. Temps gris mais accueil plus que chaleureux pour le couple princier dans la cité des 5 clochers. Philippe et Mathilde, ponctuels et très élégants, ont été reçus par les autorités hier sur le perron de la Halle aux Draps. Après les traditionnels discours, les ducs de Brabant ont reçu, elle, une assiette en porcelaine de Tournai, lui un détail d'une tapisserie, de fleurons des activités de la ville. Pour l'occasion, les 8 géants tournaisiens et le traditionnel jeu de fer étaient notamment présentés. Sur la Grand Place, l'émotion était à son comble. Les forces de l'ordre ont estimé la foule à plus de 8000 personnes. On leur a donné des cadeaux. En terrain hier, Aco qui attendait sa princesse. Mathilde Dutkem d'Aco est bien chez elle ici, dans ce château qui jadis appartenait à sa famille. Autour des douves et devant la bâtisse, quelques 3000 personnes, parmi elles tous les bambins des écoles voisines. Ce sont eux qui avaient lancé l'invitation au prince. Et parmi ces écoliers, une autre petite Mathilde, un visage adorable à l'image de cette joyeuse entrée dans le Hainaut. Alors j'ai à mes côtés le propriétaire des lieux, le comte Kint de Rodenbeek. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. Et puis tout de suite une question, comment vous trouvez le prince Philippe? Timide, la princesse Astrid tombera elle aussi éperdument amoureuse de ce beau prince charmant. Pourtant, elle avait dit un jour, je n'épouserai jamais un prince, je me marierai avec quelqu'un que j'aime et que m'importe le reste. La jolie princesse aura les deux. François-Xavier Vanleu. Les membres de la famille Pirmé, propriétaires du château d'Aco, attendent leurs 2 invités de marque. Ils sont loin d'être les seuls à patienter. Pour accueillir Philippe et Mathilde, de nombreux habitants d'Aco sont présents. Il y a également beaucoup d'enfants. C'est d'ailleurs à la suite d'une lettre envoyée par les élèves de l'école libre d'Aco que le couple princier a accepté de terminer sa joyeuse entrée par le château, anciennement propriété de la famille de Mathilde. Dans la cour d'honneur a pris place également la fanfare royale d'Aco. Le prince Philippe les a déjà salués il y a quelques mois avant son mariage lors d'une visite à Gerpine. Il s'était particulièrement intéressé au drapeau de la fanfare. Je présume qu'à l'époque, c'était simplement ce qu'il a vu écrit Aco dessus, fanfare royale d'Aco. Évidemment, tout ça, c'est a posteriori. Je ne sais pas si, en fait, c'était le cas ou pas. Au moment même, vous êtes douté de rien, bien sûr. On ne s'est douté de rien, mais par après, bon, on a entendu Mathilde Dutkem d'Aco, on s'est dit que tiens, est-ce une coïncidence ou pas? À l'intérieur, Philippe et Mathilde sont reçus par la famille Pirmé, propriétaire du château depuis 1859. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de la famille royale est reçu au château. J'ai offert d'ailleurs au prince une photo que nous avons faite nous-mêmes en 1932, un lundi de Pentecôte, où le roi Albert, son arrière-grand-père, était photographié ici sur le perron pour regarder la procession de Sainte-Rolande. Fin de la visite et d'une longue journée. Philippe et Mathilde remontent en voiture pour regagner le château de Laeken. Rendez-vous à la prochaine joyeuse entrée. Autre titre de ce journal, le